Donc, dans cette troisième vidéo, nous allons parler, comme promis, des mythes familiaux. Qu'est-ce qu'un mythe familial? Eh bien, c'est une histoire que l'on raconte qui est subjective, donc qui est sous l'interprétation de celui qui la raconte et qui a un impact sur l'ensemble du système familial. Hein. On peut faire des petits mensonges et que ça pourrait n'avoir qu'un impact minime, mais un mythe familial, c'est une histoire qui est racontée et qui a un impact sur l'ensemble des générations. Donc, nous allons je vais d'abord vous raconter une histoire liée à un arbre. Je vous ai dessiné ici un arbre généalogique, pas un arbre complet, mais juste une partie d'arbre pour déjà vous montrer que juste sur une petite partie, l'implication que peut avoir une telle histoire. Et ensuite, nous verrons comment réouvrir le choix quand on est descendant de quelqu'un qui a créé un mythe, quelles que soient les raisons pour lesquelles cette personne a fait ça. Ça, ce n'est pas ce qu'on va rechercher. Ce qu'on va rechercher, c'est de réouvrir le choix et peut-être d'entamer des processus de réparation par rapport aux dégâts que ça a créés. Ou en tout cas, de se libérer de l'emprise de cette histoire si on est pris par une histoire inventée. Donc, je me remets à côté de mon arbre. Donc, vous allez voir l'arbre et je serai à nouveau une voix. Mais c'est important que vous puissiez voir, voilà, plus l'arbre pour être concentré là-dessus plutôt que d'être concentré sur ma personne. Et après, je reviendrai vous parler de comment on va pouvoir mettre des choses en place pour se libérer de cela. Donc, voilà une famille qui est dessinée sur 3 générations, donc les grands-parents, je vais dire les parents plus famille recomposée dans ce cas-ci, qui est parce que ce qui a créé le mythe, c'est un divorce, et beaucoup de divorces créent comme ça des mythes dans les familles aujourd'hui. Et là, j'ai mis une génération qui suit pour pouvoir après vous montrer la conséquence de ce qu'une histoire racontée à cette génération-ci peut avoir comme impact au-dessus et en dessous. Dans le transgénérationnel, on dit qu'un drame, quelque chose de non résolu, passe de génération en génération. La bonne nouvelle, c'est qu'une guérison alignée peut aussi guérir les ascendants autant que les descendants. Alors, quelle est l'histoire de cet arbre-ci? Donc, cette femme rencontre cet homme, ça ce sont leurs parents, ils décident de se marier et ont 3 enfants. Tout va bien, je vais dire, on est dans même l'image de la famille idéale jusqu'au jour où monsieur tombe amoureux de quelqu'un d'autre qui va devenir sa deuxième femme. Dans la programmation de cette personne-ci, donc de la mère ou de la femme, en tout cas ici, de cette génération, de cette femme, il y a quelque chose qui dit « celui qui part ne devrait plus jamais pouvoir voir ses enfants ». Donc quand elle apprend cette histoire avec cette autre femme, plutôt que de créer quelque chose dans la matière, elle répète régulièrement cette phrase, donc qui est une menace à l'encontre de cette personne, celui qui part ne devrait plus pouvoir voir ses enfants. Qu'est-ce qui va être créé à partir déjà rien que de cette phrase? C'est que cet homme finalement, il ne part pas et qu'un jour, lors d'une escapade avec cette femme-ci, quand il rentre, elle le met à la porte. Elle le confronte et elle confronte tous ses enfants dans un niveau de stress maximum en disant « ben voilà, j'ai fait les valises de votre père a quelque chose à vous dire ». Voilà comment se passe la rupture. Donc ça veut dire que déjà ici, quand on dit que la pensée crée et que le verbe crée, le discours qui avait déjà ici avant le divorce a bien finalement créé ce qui va se passer dans l'histoire après le divorce. Cette femme va décider donc, comme elle l'avait déjà annoncé plusieurs fois, que cet homme
comme il n'est pas un bon mari ou comme il aime une autre femme, n'a plus le droit de voir ses 3 enfants ici. Donc elle va mettre en place toute une stratégie et créer dans l'histoire de ces enfants-ci, votre père nous a abandonnés. Elle va, plutôt que de dire j'ai une difficulté à gérer mon divorce, c'est difficile pour moi d'être face à cette situation, et non, elle va partir dans un programme hérité probablement d'ici et de ce que je connais du père, qui a ici aussi un programme vengeance-destruction et qui va décider donc d'élaguer toute cette famille ici, puisqu'il ne correspond pas, structure perverse, à ce qu'elle attend de ce que le mari correspond. Pourquoi je dis structure perverse? Parce que si l'autre n'est pas libre en amour d'être qui il est, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas non plus une relation entre personnes. C'est qu'est-ce que ce couple idéal ou l'image idéale du couple que je donnais nourrissait chez moi. Ça, ce serait une question à poser ici. Conclusion, ces enfants, donc je vais essayer de vous faire court, vont grandir en ayant pour information votre père vous a abandonné. Pourquoi je dis que c'est un mythe? Parce que ce n'est pas vrai. Cet homme était un bon père, il n'a jamais eu l'intention d'abandonner ses enfants, il est juste, entre guillemets, tombé amoureux d'une autre femme et a refait sa vie, comme on utilise aujourd'hui refaire sa vie, qui est aussi une expression très particulière. En tout cas, c'est marié avec cette autre femme avec qui il a eu un fils. Quelles sont les conséquences de ce programme vengeance-destruction? Comme tu me quittes, je me venge. Tu deviens tout d'un coup un mauvais père, or que c'était un très bon père, il avait un très très bon lien avec sa fille aînée. La petite, il ne l'a pratiquement pas connue parce qu'elle faisait déjà partie du programme vengeance-destruction, donc je te fais un 3e enfant pour que tu restes, ce qui évidemment n'a pas fonctionné, puisque ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations, ce n'est pas en essayant de mettre l'autre sur emprise, en essayant de le culpabiliser de ce qui se passe pour lui, mais bien dans une ouverture de dialogue. Il n'y aura plus d'ouverture de dialogue possible avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Elle va mettre en place le fait que toute personne doit choisir, toute personne qui désire encore voir ses 3 enfants est obligée, entre guillemets, d'exclure cette personne. Donc le mythe ici, c'est de raconter qu'il y a un abandon d'enfants, et donc 3 enfants vont construire leur vie sur mon père m'a abandonné. Donc il suffit de l'entendre pour voir que ce n'est pas, comment je vais dire, une phrase porteuse, mais une phrase qui tire vers le bas. Et cette partie du système va être exclue. Donc la conséquence d'un tel mensonge, c'est d'abord l'exclusion du père du système, l'image dégradée du père qu'on va donner à ces 3 enfants et qui vont devoir construire leur vie et faire des choix après dans le futur avec une image dégradée de leur père. Une autre conséquence, c'est qu'ils sont privés de toute l'énergie, de toute l'affection, de tout ce qu'ils auraient pu recevoir de cette branche-ci, non seulement du père, mais aussi de la grand-mère, puisque quand la grand-mère a essayé de reprendre contact avec ses enfants, cette femme je vais dire, exclu la grand-mère en disant, non, il a choisi son fils. Donc, une autre conséquence est que, du coup, elle impose à tous les autres membres de la famille un choix impossible. Comment est-ce que cette femme peut choisir entre son fils ou ses petits-enfants? C'est impossible. Je ne vais pas choisir mes petits-enfants et ne plus voir mon fils. Je ne vais pas condamner mon fils parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, ce programme vengeance-destruction et qui vient d'une structure perverse crée l'exclusion du coup de la grand-mère, du grand-père et une dévalorisation de toute la famille paternelle. Sauf que ici, on n'est pas simplement issu de la mère. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de moi
Si je me retrouve ici, il y a toute une partie de moi qui va être atrophiée, que je vais devoir mettre au placard pour me sentir en sécurité, d'avoir au moins une mère qui va prendre comme argument, comme dans notre société, on fait beaucoup ça, la sécurité, la protection. Moi, je protège mes enfants, moi, je les mets en sécurité, moi, je ne les abandonne pas. Donc, il va prendre une image de beau rôle par rapport à cette personne-ci. Donc, une conséquence, l'exclusion. Une autre conséquence, c'est qu'on se construit sur une information qui est fausse. C'est qu'on doit s'atrophier et on doit se priver d'une partie de soi parce que ce père qui m'aimait, je n'ai plus le droit de l'aimer, même si lui m'aime encore, mais il n'a plus le droit de m'aimer non plus. En tout cas, on ne lui donne plus accès à ses enfants. Et une autre conséquence, c'est que ici, de cette union-là est né un fils. Et donc, ce fils ne sera jamais, cet enfant ne sera jamais intégré comme faisant de la partie de la fratrie. Si on demande à ces enfants-là combien ils sont, je suis sûre qu'ils vont répondre 3, que dans leur perception, jamais leur frère ou demi-frère, puisque dans notre façon de parler, on dit demi-frère, ça dit beaucoup, ne fait pas partie de la fratrie, or qu'il en fait bien partie, puisqu'ils ont bien tous le même père. Donc, ça crée aussi une exclusion supplémentaire de quelqu'un qui, en fait, n'a rien demandé à toute cette histoire, mais ça crée non seulement une exclusion de cette personne, mais si cette personne se marie et a des enfants, ça crée une exclusion ici par rapport à la branche du père de tous les descendants qui vont arriver ici. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, ça a une conséquence sur le haut, ça a une conséquence sur ce bas-là, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les descendants d'ici? Eh bien, c'est qu'ils n'auront jamais accès, en tout cas si personne ne se remet en question, à leur grand-père. Dans tous les arbres, dans toutes les personnes qui sont venues, je vais dire, travailler chez moi, je me suis un jour retrouvée justement avec une dame dont le grand-père avait été exclu. Et dans son niveau de petits-enfants, elle me disait qu'elle se sentait la seule concernée par l'exclusion de son grand-père. Comment est-ce qu'elle a réparé ça, ou en tout cas, comment le système a trouvé une solution à quelque chose, cette mémoire qu'elle avait héritée? Eh bien, elle a épousé un homme qui a été exclu finalement de son système. Mais c'est ce que j'appelle des faux choix et une fausse réparation, parce que ça ne répare pas ce qui s'est passé pour le grand-père. Comment est-ce qu'on peut réparer ça à un moment donné? C'est redonner la place à toute cette branche-ci et sortir du jugement, remettre les choses, reconnaître simplement les faits et non y mettre une interprétation. Donc, peut-être qu'ici, dans une ou deux générations, quelqu'un aura envie de connaître cet homme. Si on devait consteller une histoire comme celle-là, on serait surpris entre la différence du discours de la personne qui vient nous voir, admettons que ce soit un des enfants ou un des petits-enfants qui dit « Ben tiens, moi, mon père m'a abandonné ou mon grand-père avait abandonné toute sa famille. » Quand on va mettre la constellation dans le champ, on va avoir une information complètement différente. On risque d'avoir une grand-mère qui prend toute la place et puis un grand-père, là tout petit, on va dire, tiens, c'est bizarre, la constellation ne reflète pas ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il y a des mythes dans les familles. Parce que dans le champ d'information, l'information va être, je vais dire, brute, telle qu'elle est, non pas comment on l'a interprétée. J'ai connu une autre histoire de ce style où là, c'était aussi une femme dont, voilà, je ne connais pas la raison du divorce, une femme qui divorçait de son mari et pour quelle raison également elle avait mis ce programme « Tu ne verras plus tes enfants », blablabla, blablabla. Et donc, elle a inventé, et là, le tribunal a même joué dans le jeu, que comme son mari faisait du développement personnel, eh bien, il était dans une secte. Très courant à notre époque. Tout ce qui n'est pas dans le rationnel, on va très très vite le taxer de secte.
Voilà, ça, mais les enfants, voilà, les enfants de cet homme-là, ou les enfants ici, ou les enfants de toute fratrie, quand un divorce se passe entre adultes et qui se passe de manière saine, ou simplement on constate la fin de la relation, mais qu'on reste, entre guillemets, des bons parents pour nos enfants, dans, j'ai envie de dire 90% des cas, eh bien on doit simplement façon de parler, ou juste façon de parler, gérer le deuil du changement de situation. Ben voilà, je vais voir mon père une semaine sur deux, ma mère une semaine sur deux. Ce n'est pas forcément agréable pour les enfants, mais c'est très différent que de devoir en plus assumer le mensonge et les mythes de ses parents. Si vous avez un mythe dans votre histoire, donc je vais juste regarder si je vous ai dit tout ce que je voulais. Voilà, ah oui, je voulais encore dire aussi une chose par rapport à ces enfants. Combien de mensonges ces enfants vont devoir gober pour maintenir une illusion de sécurité et maintenir le lien avec la mère. Parce que quand on est petit et qu'on vit ça, eh bien on n'a pas la capacité de discernement suffisante que pour dire ça appartient, ce comportement appartient à ma mère et moi je choisis autre chose. Ils ont aussi appris qu'est-ce qu'ils apprennent sur la manière dont un couple fonctionne. Donc ça veut dire qu'on leur dit que si toi tu rencontres quelqu'un, si on respecte la règle de la mère, ils doivent rester avec cette personne toute leur vie et sûrement s'ils ont fait des enfants. Parce que le divorce n'est pas autorisé puisque l'information qu'on donne, c'est celui qui part ne devrait plus pouvoir voir ses enfants. Donc je vous laisse à cette phrase et juste... il n'y a pas besoin de commentaires supplémentaires par rapport à ça. Vous pouvez juste ressentir de l'énergie de qu'est-ce que crée ce genre d'histoire dans les familles. Donc moi, je vous invite à regarder quels sont les mythes qui sont dans... et quelles sont les histoires qu'on raconte dans votre arbre. Quel rôle conscient ou quel rôle inconscient vous avez joué pour maintenir ces histoires en place, parce que au début, on n'a peut-être pas conscience du mythe, mais une fois qu'on a conscience du mythe, on a une autre ouverture de choix et on peut se dire, je choisis de continuer à participer au mythe ou je choisis de ne plus participer au mythe. En sachant que, par exemple, dans ce cas-ci, si pour la personne, c'est soit tu adhères à l'histoire que je raconte, que ce soit un mensonge ou pas, soit tu es exclu du clan, ce qui est un peu particulier. Et donc, on peut aussi se dire à quel âge, si vous voyez des mythes, est-ce que je me suis atrophiée ou est-ce que j'ai dû m'atrophier ou j'ai dû me couper de partie de moi-même pour pouvoir plaire ou faire plaisir à la personne qui raconte le mythe ou à la personne qui crée l'emprise. Parce que derrière ça, il y a bien sûr un comportement pervers et donc des emprises et des abus psychiques, des abus émotionnels, et un tas d'autres choses, mais ce serait, voilà, j'ai envie de dire trop long pour cette vidéo. Et donc, on peut aussi se poser une autre question, c'est de se dire quelle bienveillance envers nous, quelle bienveillance je peux avoir envers moi en reconnaissant simplement que cette personne a choisi de raconter ce mythe, mais que je ne suis plus obligée de participer, parce que ce n'est pas bienveillant envers soi de participer ou de devoir s'atrophier ou de devoir nier quelque chose juste pour continuer à être inclus dans un système qui finalement est pervers. On peut aussi se dire qu'est-ce que je dois percevoir qui me permettrait d'être plus conscient de ce qui se passe dans mon arbre familial. Donc, si vous avez des mythes dans votre famille, vous pouvez utiliser ces questions. Je vous invite à réécouter la vidéo, parce que souvent c'est quand même du condensé. Et on peut utiliser aussi un outil que j'apporte petit à petit à ma pratique, ma base, l'arbre, les constellations, et puis je vous ai dit d'autres outils énergétiques. Et pour l'instant, je suis en train d'intégrer les outils d'Access, dont savoir que nous avons toujours le choix et que ce que les gens choisissent, comme ici le fait de choisir de raconter un mythe, plutôt que de regarder, tiens,
qu'est-ce qu'il me faudrait pour assumer que je suis divorcée? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour assumer que mon mari, eh ben, il est parti avec quelqu'un d'autre, ou que mon mari est amoureux? Comment je vais prendre en charge, moi, mes émotions? Donc, on a toujours le choix de se poser une question ou de se dire, ben, qu'est-ce qui est possible ici qui me réouvrirait de l'espace, qui me redonnerait de la joie, etc. Donc, on peut réintégrer dans l'arbre généalogique un outil d'accès qui sont les questions et le choix. Et aussi sortir de tout ce qui est forme, parce que ce qui bloque ici, c'est qu'on a donné une forme à comment ça aurait dû être, et cette forme, elle est figée sur 10, 20, 30, peut-être 60 ans. Si on n'avait pas donné une forme à comment aurait dû être la famille, comment aurait dû être le couple, ça veut dire que tout était déjà tracé dans, je vais dire, dans le temps. Et donc le fait qu'il y ait une intervention, et la vie a l'art de venir, voilà, défiger ce qui est figé dans notre vie, et permettre, c'était un bon exercice pour permettre à cette personne aussi de retrouver sa puissance personnelle plutôt que d'être dépendant d'une image idéale qu'elle pouvait donner à l'extérieur. Quoi d'autre? Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Voilà, j'espère que de comprendre que dans les systèmes familiaux, il y a des mythes qui se racontent et que ces mythes, eh bien, ne sont que là pour solidifier quelque chose et protéger une personne en soi de sa non-gestion de quelque chose, sera une contribution à votre vie et pourra vous aider s'il y a des choses où vous accompagnez, plutôt, je n'aime pas tellement le mot aider, parce qu'en fait, je n'aide personne, j'accompagne. J'espère que ce sera une contribution dans votre vie. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous parlerons de légitimité. Parce que c'est un sujet qui revient souvent, la légitimité d'être. Et on demande aussi souvent, j'aimerais bien prendre ma place ou trouver ma place. Alors, je peux déjà vous donner une information, nous n'avons pas à trouver notre place, nous avons simplement à occuper notre place. Nous avons simplement à réintégrer notre puissance, je dis simplement, je ne dis pas que ça se fait en un jour, nous avons à réintégrer notre puissance d'être pour pouvoir l'offrir au monde et offrir cette vibration et non pas une vibration atrophiée ou une vibration diminuée. Parce que dans ce genre d'histoire, eh bien, on est obligé de se diminuer pour continuer à inventer une histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne réécoute si nécessaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de légitimité et de place.